Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans cet épisode assez particulier qui va sortir des épisodes habituels, je vais vous parler des cas d'observation d'OVNI ou de traces au sol ou autres qui ont été expliqués ou hypothétiquement expliqués. Parce que le gros problème de l'ufologie, c'est qu'elle est un peu amnésique. Un peu la maladie d'Alzheimer. C'est un peu partout pareil. Hein. Ouais, en fait, elle oublie très vite. Ce qu'elle a, ce que les gens ont constaté il y a 10 ans, ou ont expliqué il y a 10 ans, on va retrouver encore le même type de cas, parce que tout le monde aura oublié, quoi. Même, bon, tu as aussi ailleurs des ufologues qui sont des spécialistes de la récurrence de cas qu'ils auraient pu expliquer depuis longtemps. Tu sais, quand tu vois des ufologues qui te disent « Oui, je sais, il y a des cas expliqués, mais moi je n'ai jamais eu que des cas inexpliqués. » C'est déjà louche, ça. Si un gars qui se prétend être un enquêteur de terrain, qui a fait des dizaines d'enquêtes, vient te dire qu'il n'a jamais eu une méprise dans les enquêtes qu'il a fait, c'est louche. Je suis désolé. C'est que ça, c'est pas un bon enquêteur, à mon avis. Ou qu'il n'a pas été au fond des choses, ou, pire, qu'il n'essaie qu'à travers ses enquêtes, qu'il n'essaie que de conforter la propre hypothèse qu'il a sur le phénomène. Donc il ne va trouver que des choses qui abondent dans son sens. Et ça, bien sûr, c'est pas de l'ufologie, c'est de la croyance. Parce que dans les traces, alors je vais peut-être parler de celles qui reviennent le plus souvent. Bien souvent, c'est le vent. Quand vous avez des champs de graminées, de froment, de blé. Par exemple, on est justement au mois de mai, ça tombe bien. Souvent, les débuts de l'été, etc., sont souvent venteux, ou en automne aussi. Et les vents provoquent certains phénomènes dans les champs. Des phénomènes, je sais pas moi, on dirait que c'était... que l'herbe a été couchée mais d'une manière circulaire, ça provoque des traces, des grandes lignes dans les champs, etc. Donc et des fois c'est très bien fait. Puis voilà, donc il y a ça, il y a le vent qui est quand même une bonne cause de méprise. On a un champ de blé avec des empreintes qui sont un peu suspectes, comme ça au premier abord, qui sont un peu curieuses. Et en fait, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est pas un atterrissage d'ovni ou de cigare ou de soucoupe, c'est tout simplement les résultats de la météo ambiante, c'est-à-dire des pluies, c'est ce qu'on appelle des verses. C'est-à-dire que le champ, le blé, c'est couché comme on peut trouver dans les crop circles, etc. Mais vous voyez que là, il n'y a pas de surface régulière, de cercle bien régulier, de dessin bien ou de figure bien dessinées. C'est un peu dans tous les sens. Ça ne représente pas des motifs géométriques bien réguliers. Donc ce sont des verses. Et c'est le vent et la pluie qui sont le résultat de ces dessins un peu quelconques dans les champs de blé qu'on peut observer un peu dans toutes les régions où il a fait du vent, où il a fait de la pluie, enfin où il a fait mauvais temps, quoi. Donc en fait c'est en Charente et quelqu'un de la famille de mon ex-femme me dit qu'il a vu un truc vertical, une sorte de disque vertical qui tournait comme ça et qui avançait dans le ciel. Et il me montre des traces. Il m'emmène en me montrant, c'était un gamin qui avait 12-13 ans à l'époque, hein. Et il m'emmène sur un lieu où il me dit j'ai vu des traces. Et il y avait effectivement dans une prairie, une sorte de partie un peu triangulaire comme ça, qui était couchée. Voilà, mais comme ça, comme des pattes géants, quoi, je dirais. Mais pas écrasées, hein, juste couchées, hein, en surface. En fait, il y en avait un peu partout, il y avait eu pas mal de vent, et c'était une action locale du vent. C'est tout. En fait, le gamin a dit après qu'en fait, c'était un canular. Il savait que je m'intéressais à ça, donc il avait essayé de me... Voilà, tout simplement, tu vois, comme quoi, là, il a essayé de me faire... m'emmener sur quelque chose pour me faire... pour accréditer ce qu'il disait. Tu vois. Il y a aussi des animaux. Vous avez un chevreuil qui va venir se coucher un beau soleil d'été dans une prairie, il va laisser une trace, mais la trace elle est ronde. Voilà, ou tout un troupeau de sangliers, tout ce que vous voulez. Les animaux laissent des traces, et bien souvent,
s'il ne laisse rien, bon, s'il laisse quelque chose, on sait vite l'identifier, mais s'il ne laisse rien, pas de traces ni rien, on va arriver, on va voir toute une étendue qui est aplatie, et peut-être qu'il y a une observation le jour avant si elle est dans le coin, et on va se dire, ben voilà, c'est une trace ovni, quoi. Alors que c'est des animaux. Est-ce que les rondes sorcières ont produit beaucoup de méprise? Il y en a eu dans les années 50 déjà, mais encore aujourd'hui, on en trouve dans les revues ufologiques comme LDLN ou d'autres, où des rondes sorcières sont photographiées et nous sont présentées comme étant des traces d'ovnis. Ouais. Les mycéliums annulaires ont produit un certain nombre de méprises. Et donc en fait, et généralement, c'était pas lié directement à l'observation. Mais qu'en fait, il y avait une observation, pas obligatoirement très proche du sol, et donc les gens tombaient par hasard à proximité d'un mycélium annulaire, donc ce qu'on appelle vulgairement un rond de sorcière, et ils faisaient la relation entre les deux. Et puis dans le même ordre d'idée, il y avait Gué dessus dans les Ardennes, où là c'était donc la trace est liée au cycle d'une plante qui est un carex, qui donc jaunit à une certaine période de l'année. Et alors, il faut savoir en botanique, pour ceux qui ne connaissent pas, là où pousse une plante particulière, ça s'appelle une station. Hein? Quand tu trouves des orchidées de toute la même sorte à un endroit, c'est une station. Donc c'est comme ça que les botanistes repèrent les plantes endémiques. Voilà. Donc c'était une station de carex. Dans les Ardennes, c'est une zone assez humide, donc souvent beaucoup de carex. De toutes sortes, hein. Le carex, c'est une famille de plantes où il n'y en a pas. Hein. Et donc ce carex bien particulier donc a un cycle de vie qui fait qu'à une période de l'année, il devient jaune. Il jaunit et ses feuilles semblent complètement desséchées, quoi. Alors il y a eu cette observation d'un truc lumineux, genre grand rectangle posé au sol, et ensuite la trace a été trouvée à part. Elle n'a pas été relevée au moment où le phénomène a eu lieu. Alors le phénomène, il y a eu plusieurs enquêtes, il y en a qui disent que c'est un truc non identifié, et d'autres qui l'ont rationalisé, je dirais. En fait, c'est essayer de capturer des insectes la nuit. On dresse un grand drap rectangulaire, et donc et on met de la lumière très très forte derrière, et ils viennent, et puis ils sont pris dans un filet, et puis on peut les récupérer comme ça. Entomologie, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Donc les entomologistes font ça très très souvent. Alors pour connaître aussi les variétés d'insectes endémiques d'une région. Donc voilà, il y en a qui prennent, enfin des ufologues qui penchent plutôt pour cette hypothèse, donc qui rationalise le cas. Hein. Et la trace ne serait qu'une trace de carex, qui aurait été prise pour un dessèchement d'une zone par le phénomène. Voilà. Et c'est un peu pareil que les rondes sorcières. Enfin, on attribue à quelque chose qu'on a vu quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui laisse penser qu'on construit parfois une observation à partir d'un fait, une observation quelque chose, même peut-être une méprise, et on essaie de la rendre crédible avec des traces physiques, avec des effets X et Y, en cherchant d'autres témoins, etc. Parce qu'on ne veut pas se trouver tout seul à avoir vu, et puis ne pas avoir du tout de traces physiques, quoi, je veux dire. Voilà. Dans ce champ, donc, il y avait un champ de maïs, et la chose étonnante quand nous sommes arrivés, c'est que toute la partie du champ de maïs en longueur, sur environ peut-être une dizaine de mètres de largeur, était complètement abîmée. Donc les différents plants de maïs étaient couchés par terre, d'autres semblaient être calcinés, d'autres avaient une petite particularité qui était assez étonnante, c'est la première fois que je voyais ça. Sur le moment même, nous n'avons pas cherché une explication tout à fait agricole, et on a pensé directement à un lien avec le phénomène que nous avions observé. Pourquoi ? Parce que c'est juste à proximité de la Drève. Et en fait, simplement, c'est que quand le COBEPS est venu sur place, un enquêteur,
lui a trouvé l'explication simplement, c'est qu'il pensait que c'était un champignon. Alors, c'est tout à fait vrai, puisque dans un livre agronomique que je possède, j'ai retrouvé cette anomalie qu'on a retrouvée sur les plants de maïs ici, donc dans ce champ. Il s'agit en fait du Ustilago maedis, le charbon du maïs. Le charbon du maïs qui semble en fait être, comment dire, comme on en peut voir dans des crop circles par exemple. C'est vrai que les grains du maïs sont gonflés, hein, comme si on les avait passés au micro-ondes. Et alors, il y a aussi une petite couleur noire qui ressemble à de l'huile noire. Alors, ça ne fait pas faire référence à l'huile noire de X-Files, hein, je vous rassure, mais ces grains qui avaient semblé gonflés par les micro-ondes, en fait, étaient simplement un champignon, le charbon du maïs, recouvert de cette espèce d'huile noire qui est tout à fait typique des champignons. En fait, simplement, c'est que ces maïs, ça faisait déjà longtemps, visiblement, qu'ils étaient atteints de ce mal, de ce charbon du maïs. Et du coup, ces grains de maïs, ces carottes de maïs commençaient déjà à pourrir, ce qui expliquait cette espèce d'huile noire, de noirceur, en fait, voilà, simplement. Donc un champignon tout à fait banal. Et donc voici l'anomalie en question, donc le charbon du maïs. Vous voyez les espèces de gros champignons, là, en fait ce sont des grains qui ont simplement gonflé à cause de cette anomalie de charbon, de champignon. Et les noirceurs qu'on peut voir. Donc simplement une anomalie naturelle. Alors, même un témoin de bonne foi, parce que là, bon, c'était pas vraiment un témoin de bonne foi, je dirais. Et même un témoin de bonne foi, bien sûr, il dit, mais on va pas me croire. Donc, il y a aussi quelque part certains témoins, peut-être même totalement inconsciemment, qui vont voir un truc dans le secteur, ils vont dire, voilà, regarde, c'est une trace d'ovni, c'est un cercle. Bon, des fois, il y en a qui font plusieurs mètres. Hein. Il y en a qui, ça commence comme un mycélium, pouf, puis ça se développe très vite. Alors tu pourrais voir qu'ils font 10 cm, 5 cm, 15, enfin 50, 1 mètre, 2, 3, 4 mètres. T'en as même qui se fusionnent les uns les autres. Après tu te trouves avec des fleurs très bizarres. Donc bien sûr ça se voit bien, enfin pour ceux qui ne connaissent pas trop les contes sorcières, c'est en fait il y a une différence de hauteur de végétation. La végétation pousse plus à l'endroit du cercle, et au centre c'est quasiment mort. Et à l'extérieur, donc, c'est la pousse régulière, mais standard. Donc là, à l'endroit de l'anneau, la pousse est plus importante. Il y a aussi la foudre, sans oublier la foudre, évidemment, qui est une bonne méprise, puisque ça laisse des traces de brûlés sur le sol. Il y a aussi les impacts de météorites. Alors ça, c'est rarissime en Belgique, mais enfin, il y en a quand même dans le monde. Ça aussi, ça laisse un cercle brûlé, enfin... de petits sillons, etc. Donc voilà, c'est les météorites, qu'est-ce qu'il pourrait encore y avoir? Ça peut être de l'insecticide aussi, ou des herbicides, du produit chimique qui laisse des traces, etc. Voilà, ou un véhicule qui a été entreposé sur le sol pendant un certain temps, l'herbe crève à la longue, donc ça laisse une forme, ainsi de suite. Donc il y a voilà, un objet lourd qui reste sur le sol assez longtemps, ça peut être aussi une mauvaise composition du sol. Ça arrive souvent d'ailleurs dans les champs. Quand on regarde, des fois il y a des trous dans les champs. Le niveau des végétaux n'est pas le même. Simplement pourquoi? Parce que la terre à l'endroit n'est pas fertile, simplement. Ou alors qu'il y a eu trop d'herbicides dans l'endroit, autre chose. Donc ça fait des trous dans les champs qui sont tout à fait naturels et qui sont causés simplement par l'agriculture. Voilà. Donc il y a ça aussi, ça arrive très souvent. On a voulu si tu veux, raccrocher les cercles de glace au phénomène des crop circles. Hein, on dit, les crop circles, il y a les sand circles, dans les cercles dans le sable, qui sont des œuvres d'art. Hein, il y a des concours maintenant. Hein. Il y a eu des concours de crop circle aussi dans les champs dans les années 80. Hein. Non, 90, ouais. Les années 90, en 94 je crois. Pour savoir justement si les crop circles étaient possibles à faire de main d'homme. Nous on avait déjà le prouvé, en 90 on l'avait déjà prouvé. Hein, bon. Dans le cadre de VK, voyage d'études des cercles en anglais. Donc
Je sais pas pourquoi, dans les années 2000, on a trouvé des trucs, des cercles de glace, et en fait, les zones gelées, et brusquement se forme un cercle, un disque en fait, pas un cercle, un disque, qui se détache de la partie générale de la glace, et cercle quasiment parfait, et qui dérive ensuite. En fait, c'est un phénomène naturel, c'est un phénomène de cristallisation et de décongélation. Le problème, c'est qu'on ne te parle pas qu'il y a le même phénomène avec des trucs qui ne sont pas des cercles, qui ne sont pas des disques. Ça peut être des formes complètement aléatoires. Mais ça, on t'en parle pas parce que ça paraît normal. Mais dès qu'il y a une forme un peu, je dirais, géométrique, tout de suite, on pense que c'est pas possible que ce soit naturel. Alors que, par exemple, on parlait justement des mycéliums annulaires, bah, c'est bien la nature qui les provoque. Bon. Quand on regarde bien, faut un peu s'intéresser au fractal. Benoît Mandelbrot, qui a été le premier à décrire les fractales, il a décrit qu'en fait, les arbres sont le meilleur exemple de la fractale. Donc c'est quelque chose de naturel qui découle complètement de la géométrie fractale. Je vais même aller très loin. Mais là, je vais très loin. Pour ceux qui habitent en Europe, notamment en France, dans certaines zones où ils sont en Belgique, dans les Ardennes, parfois dans les prairies ou dans les champs, vous voyez des trous, mais qui sont circulaires. Et avec le temps, ça se recouvre. Et en fait, puis les végétaux repoussent, et en fait, au final, on dirait qu'il y a une forme d'ovni. Et en fait, c'est simplement des cratères d'obus. ça arrive. Ça arrive. Moi, j'ai déjà fait une prise avec ça. On voyait un truc assez loin qui était rond, avec une espèce de sillon. Et en fait, c'est un ancien cratère d'obus qui après, ça rajoute. Ils ont fait une mare, etc. Enfin, et ça peut arriver aussi. Puis voilà, donc il y a. Maintenant, on parle des champs, là. Mais ça peut être aussi en forêt. En forêt, moi j'ai eu le cas je crois qu'il y a 2 ans, on a vu une observation sur des arbres, et en fait, les sapins au-dessus semblaient plus sombres qu'à la base. Et de loin, on dirait que c'était vraiment calciné. Mais en fait, c'était pas calciné. C'est simplement que la pointe des sapins avait été abîmée avec le temps, à cause des conditions atmosphériques, la pollution, etc. Et donc ça faisait une espèce de brûlé, d'aspect brûlé. En fait non, c'était simplement l'environnement qui faisait ça, et ça arrive souvent. Et alors il y a aussi les branches cassées à cause des vents violents, des trucs comme ça, donc il y a plein de choses. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu des traces laissées à la suite de manœuvres militaires qui ont été prises pour des traces d'OVNI. En fait, c'était c'était une trace qui avait été faite pour signaler le lieu où pouvaient atterrir les hélicoptères. Donc c'était un grand H avec un cercle autour, il est connu, il est archi connu. Et en fait, effectivement, les gens ont vu quelque chose de lumineux dans le coin, enfin c'était un hélico certainement, et la trace, c'est un H, c'est ce qu'on fait à l'armée pour définir la zone d'atterrissage d'un hélicoptère quand il n'y en a pas, tu vois. On fait ça avec soit du blanc d'Espagne, je l'ai vu faire avec du blanc d'Espagne, soit avec une poudre du genre chaux, tu vois. Et enfin, si tu as de l'herbe, la chaux va la réduire. Voilà, donc on fait un beau H. Et voilà. Alors donc il y a des choses comme ça. On essaye de trouver une justification à son observation. Pas un phénomène visible, physique. Bien sûr, bon nombre de cas d'OVNI restent inexpliqués. Bon nombre de cas de traces au sol restent inexpliqués. Donc il faut faire très attention. Je pense que de toute façon, pour les traces au sol, pour savoir si on a affaire à quelque chose d'anormal, c'est simplement d'analyser sur le lieu même. Le champ électromagnétique, la radioactivité, rechercher dans l'environnement de la trace, s'il n'y a pas des insectes qui ne doivent pas se trouver là, ça arrive. On a retrouvé dans un groupe Sarcoles par exemple une libellule alors qu'il n'y a pas de marée à des kilomètres à la ronde, il n'y a aucun marais, il n'y a pas de ruisseau, il n'y a rien. Donc une libellule, qu'est-ce que ça foutait là enfin, une libellule, s'il y a de la poudre aussi, on raconte souvent qu'il y a de la poudre blanche jaunâtre sur le sol. Il y a aussi les boussoles qui se détraquent, les GSM, tous les appareils électroniques qui se déchargent.
Donc il y a plein d'anomalies comme ça. Ça peut arriver aussi que dans l'environnement autour de la trace, il y a une clôture électrique, que la clôture électrique soit en surtension. Ça peut arriver aussi. Ou alors qu'une ligne de tension fasse du bruit anormal. Voilà, donc il faut toujours regarder dans l'environnement pour trouver les causes anormales. Voilà, simplement. Donc tout ça, IFOSciences par exemple le raconte très bien dans ses démarches. Et puis voilà, donc maintenant dans les traces, je le dis, il y en a des tonnes, des tonnes.